Il est sur 6 victoires de suite, il est numéro 6 chez les middleweights, cette division qu'on a déjà encensée cette année comme une division qui explose en termes de niveau, et pourtant il est encore méconnu du grand public. Brendan Allen fera son deuxième combat principal de suite ce week-end en tentant de prendre sa revanche sur le dernier à l'avoir battu, par KO, qui plus est, Chris Curtis. Bienvenue sur cet épisode du Game Plan, je suis avec Brian Boulan comme toujours pour vous analyser ça après le pré-roll de notre sponsor Unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors Brian, je te pose directement la question, est-ce que tu trouves ça normal qu'Allen soit favori alors qu'il a perdu contre Chris Curtis il y a 3 ans et demi? Je trouve ça normal dans le sens où, en supposant, en partant du principe que Brendan Allen a progressé et en partant du principe que ce ne soit pas le cas du côté de Chris Curtis. Ouais, c'est vrai que quand on regarde leur palmarès, Brendan Allen il est sur 6 victoires de suite, alors que Chris Curtis c'est plus un palmarès en dents de scie. Et effectivement, quand on observe les... Alors c'est assez paradoxal je trouve parce que Chris Curtis il est sous Eric Nexic, coach de l'année passée. On a beaucoup de respect pour lui sur Fight Minds, mais on a vraiment l'impression que Chris Curtis reste un peu dans son style et ne progresse pas spécialement. Il est peut-être plus à l'aise dans ce qu'il sait faire, mais c'est pas quelqu'un où on se dit ok son jeu a évolué. C'est peut-être aussi à notifier, bon il a une longue carrière, ce sera son 42e combat professionnel, quelque chose comme ça. Et comme on le dit souvent, il y a voilà, quand tu es expérimenté, quand ça fait longtemps que tu es dans le game, où se situe ta motivation? Et puis Chris Curtis me paraît pas être quelqu'un qui se remet en question non plus. Donc en termes d'introspection pour travailler sur ses défauts, ça a pas l'air d'être celui qui est le plus actif à ce niveau-là. Donc ici, je vais mettre du contexte et puis on va un peu parler plus précisément des cotes. Donc pour mettre du contexte, Unibet.fr donne Allen favori à 1,46 contre 2,53 pour Curtis. Donc c'est même pas petit favori, c'est plus que favori modéré, on est même presque sur gros favori. On est sur un 65-35 à l'avantage de Brendan Allen. Alors, au vu des performances récentes, j'aurais tendance à comprendre pourquoi Allen est favori, mais à ce point-là, j'ai du mal quand même. Je sais pas si toi, t'avais estimé... Moi, je trouve que... Non, je ne pense pas que Brendan Allen ait progressé autant pour qu'on puisse avoir des cotes aussi avantageuses de son côté. Je ne pense pas qu'il ait eu une opposition aussi importante de son côté pour que l'on puisse dire qu'il va arriver avec un vrai un niveau bien supérieur à ce qui s'est passé la première fois, tu vois. D'autant plus qu'il n'y a pas eu d'opposition ressemblante à Chris Curtis, et je pense que ça c'est important peut-être de le souligner maintenant. Les 2 défaites de Brendan Allen à l'UFC, c'est Shane Strickland et Chris Curtis, partenaires d'entraînement, meilleurs amis, style assez comparable, et donc on pourrait... Le meilleur indicateur en MMA, c'est le résultat, et on pourrait dire que ce style, ça représente jusqu'à présent en tout cas la kryptonite de Brendan Allen, et donc pour moi c'est un très bon test. Allen c'est vraiment moi il a un gros niveau, il a vraiment beaucoup de potentiel, et s'il arrive à passer Chris Curtis, même s'il est donné autant favori, je trouve que ce serait un gros message qu'il enverrait par rapport justement à son approche du MMA. Ouais, moi je t'avoue que au final je préfère presque ce match-up au match-up initial contre Vettori, tu vois. Moi aussi. Comme tu dis, je pense que c'est un peu sa kryptonite. Pour en revenir sur ses dernières victoires, donc il a quand même, enfin quand je dis il a pas une grosse opposition, il a quand même une belle opposition, mais pas du tout la même. Et on doit le rappeler quand il a affronté 2 très très bons grappleurs qu'il a étranglés. Là-dessus, donc on peut dire qu'il a un très très bon niveau au sol, mais il faut quand même rappeler que, comme on a pu le dire avant, c'est des grappleurs qui ont un jeu ouvert aussi, tu vois. Ouais. Qui ont ouvert le jeu, qui ont créé du scramble et qui ont donné des possibilités. Chris Curtis, il va pas ouvrir le jeu au sol. Non. il va pas ouvrir le jeu, il va pas vouloir aller au sol et il va vouloir survivre tout simplement. Ouais. Donc je le vois être... Je ne le vois pas, en tout cas techniquement, quand je regarde sa manière de travailler au sol, même s'il est très très bon, très opportuniste, il est un peu trop opportuniste pour un Chris Curtis. C'est ça qui va être un petit peu étrange.
Mais on Euh, l'a vu d'ailleurs dans leur première rencontre, hein, je trouve. Il était pas assez sur le contrôle, trop sur l'opportunité. Et les deux voilà. séquences où ça rentre vraiment dans une dynamique de grappling. Donc la première, c'est il cherche la single, il va prendre le dos debout, donc sans amener au sol. Et il perd assez vite la position. Bon, il reste dans le Puis, dos, mais on est loin de l'étranglement. Et puis il perd assez vite l'étranglement. mm, Et puis je pense que c'est difficile d'étrangler un mètre cube comme Chris Curtis. Et du coup, la on- deuxième fois, il part sur la single leg, il attaque la clé de jambe et sur mm. les 15-20 dernières secondes du round, Chris Curtis est sorti et envoie du ground and pound. Sur ces deux tentatives de soumission, pour moi, il y a des gros défauts, des grosses lacunes. Mm-hmm. La toute première dans le dos, pour moi, c'est pas tant la physiologie de Chris Curtis le problème, c'est qu'il s'installe effectivement, et en fait, donc, dans le contrôle du dos, tu vas avoir le classique, ce qu'on appelle le seat belt, la ceinture de sécurité. Il y a un bras au-dessus et un bras en dessous. Mm-hmm. Un bras underhook du bras adverse et un bras au-dessus qui vient souvent pour étrangler. On a pour un maximum de contrôle, c'est quand tu vas avoir le double underhook, tu peux contrôler les poignets et tout, mais là, tu as un bras qui est en dessous, tu peux pas étrangler, tu Mm-hmm. vois. Et puis on a le double overhook, c'est les deux bras qui sont au-dessus, donc c'est très intéressant pour pouvoir changer d'un côté de l'autre, pour pouvoir étrangler. Donc s'il y a un bras qui est défendu, eh bien il reste le deuxième bras où on Tu peut nages, passer en ouais. dessous. Mm-hmm. Mais par contre, tu n'as aucun contrôle, tu vois. Ouais. Et lui, en fait, est parti debout, dans le dos, avec ses deux bras au-dessus. Mm-hmm. Ce qui est pour moi vraiment étrange. Tu vois. Ouais, Très étrange. c'est clairement une erreur de choix, surtout par rapport au temps qu'il restait dans le round. Tu fais ça quand il reste 25 secondes. Bah ouais, tu vas chercher ta soumission sur la fin du round, je peux comprendre. Tu fais ça quand il restait quoi, 3 minutes dans ce round, même ça arrivait très tôt. Non, tu Ouais. favorises d'abord le contrôle et à la limite tu passes sur cette structure Mm. d'attaque si ça va au sol. Si tu l'as au sol debout, c'est clairement complexe d'attaquer comme ça. Bah, sur les soumissions, les stratégies qui sont souvent conseillées, notamment par Danaher, c'est de casser toute la posture. Mhm. Tu vois, donc s'il est debout, c'est de le mettre au sol, de le mettre sur le flanc pour le dos, hein. Ouais. De le mettre sur le flanc, de contrôler. Si tu vas sur des stratégies de combat, c'est d'abord de laisser passer les premières défenses Mhm. de l'adversaire, les premières tentatives de défense, donc en contrôlant. Et après, une fois qu'il est un petit peu attendri, tu vois, tu peux commencer à travailler les étranglements, quitte à passer sur le double overhook, donc attaquer un premier, il défend, puis passer en dessous pour le deuxième. Je crois que Donovan l'avait fait sur un combat, si je dis pas de bêtises, tu te rappelles? Il Euh, avait étranglé un Anglais comme ça. oui, Tim Barnett. Tim Barnett, tu ouais. vois. Cette stratégie-là, elle fonctionne. Et pour en revenir sur cette question de contrôle, sur sa clé de jambe, pour moi, c'est un peu la même. Il cherche à mettre une clé de jambe sur un combattant qui est un genou au sol, tu vois. Ouais. Et dans les stratégies de soumission de clé, normalement, tu dois complètement casser la posture de l'adversaire. Mhm. Et c'est pas juste de l'honneur, hein. Je crois qu'en jiu-jitsu brésilien, on apprend souvent à casser la posture de l'adversaire pour pouvoir soumettre. Tu vois, ça fait partie des éléments qui sont essentiels. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça parce que allez, arriver, et t'en avais parlé quand on parlait de Erin Blanchfield, être capable de soumettre en MMA, c'est quand même un gros indicateur de niveau. Et Mm. les meilleurs jiu-jitsuka qui ont pas mal de soumissions à leur actif, ils ont vraiment cette séquence, on va dire ces étapes séquentielles, c'est casser la posture, puis attaquer la Mm. soumission, laisser passer les premières défenses pour attaquer plus tard, pour pas donner trop d'énergie au moment où le gars. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand on te prend ton dos, toi, ton premier mindset, ça va être il va m'attaquer, je vais défendre. Et c'est après, quand tu as défendu, que tu commences à vouloir sortir. C'est pas il vient de prendre mon dos, j'essaie de sortir immédiatement. C'est très rare les gens qui font ça. Donc si toi, tu es en train d'essayer de soumettre directement, alors que le gars, il n'est pas en train d'essayer de se retourner, mais plutôt de défendre, ben, ça va être plus compliqué d'arriver à ta soumission. Ouais, Alors ouais. que si tu l'attaques au moment où le gars se dit ok, c'est à partir de maintenant que je vais essayer de sortir de la prise de dos, ben, tu auras plus d'opportunités pour le soumettre. Et donc j'aime bien cette idée de, surtout quand il reste du temps, casser la posture, laisser passer les premières défenses et puis attaquer plus tard. Mais de l'autre côté, ça a été payant pour Brendan Allen parce que il a quand même pas mal d'étranglements arrière où il n'a aucun contrôle sur le corps, tu vois. Ouais. Il est avec l'adversaire qui est en train de tenter de se relever. On l'a eu avec Paul Craig, tente de se relever, il passe son bras, il étrangle, il y a aucun crochet, il est légèrement de profil, tu vois. Mais Et il finalise. Il l'a fait sur un autre encore. Enfin, il l'a fait sur plusieurs. Mais ça justement, ça rentre un peu dans cette logique de
comme tu n'as pas le contrôle, ton adversaire est en train de te dire « Ok, je peux sortir ». Et donc, quand ton adversaire est en train de se dire « Ok, je peux sortir », tu ne penses pas aux attaques en soumission. Et donc là, si Ouais. t'as pas les crochets, le gars, il se dit « Ok, je peux sortir de la prise de dos ». Et puis, tu as quelque chose qui rentre et tu t'y attends pas parce que toi, dans ta tête, tu dis « Il va d'abord mettre ses crochets avant de vouloir attaquer ». Et puisqu'on fait des liens avec les combattants qu'on a eus, Alain Neder l'avait fait contre Slim Trabelsi aussi au Cage Warriors Academy. Étranglement, Ouais, sans les crochets à 2 secondes de la fin du deuxième round. Quoi. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir cette vision. Mais donc, il faut maîtriser les deux, tu vois. Il faut maîtriser les deux. Je pense que c'est important d'être opportuniste. Il y a une gorge qui traîne, tu la prends, tu étrangles, et après, tu mets ton contrôle. Et de l'autre côté, il faut être capable de, face à un profil comme Chris Curtis, si on revient un peu sur son physique, d'abord le contrôler et après l'étrangler. Ouais. Et ça va faire partie un petit peu des choses sur lesquelles on verra. Mais en tout cas, moi, pourquoi je ne vois pas Brendan Allen autant favori, c'est à cause de ça. Parce qu'il a montré qu'il était que sur l'opportunisme, quitte à perdre des positions, tu vois, face à des profils un peu plus qui veulent pas du tout aller au sol. Mais lui, il n'a quasi qu'une seule stratégie. Et s'il arrive avec 2 stratégies, j'ai l'opportunité, j'étrangle, ou j'ai l'opportunité de dos, je contrôle, puis j'étrangle, là, pour moi, c'est différent. Ça va être intéressant au moment où on passera à la phase game plan de cet épisode, parce que j'avais noté quelque chose dans l'optique d'attaquer ce combat, c'est plus favoriser le contrôle plutôt que les opportunités. Alors, justement, passons déjà. On a fait une longue introduction, c'est rare, mais elle était nécessaire, elle était très chouette. Je trouvais ça très intéressant de parler un peu des différentes stratégies, des phases de grappling en MMA. Vraiment très enrichissant. Alors, Allen est moins connu du public, on va commencer par lui. 23 victoires, 5 défaites en professionnel, 11 victoires, 2 défaites à l'UFC. On a déjà parlé de 2 défaites, c'est Strickland et Curtis. 5 victoires par KO dans sa carrière, 14 par soumission, 4 à la décision. Alors, moi, je le décris comme un droitier, style Muay Thai grappleur. Vraiment, debout, c'est le style Muay Thai un peu classique, grand sur ses appuis, longues jambes, utilise bien les 8 membres. Hein, il va attaquer avec ses coudes, il va attaquer avec ses poings, il va attaquer avec ses kicks, il va attaquer avec ses genoux. Il est assez grand, surtout vis-à-vis de Chris Curtis, mais on va quand même revenir sur la longe de Chris Curtis plus tard. Par contre, moi, je trouve qu'il se veut complet, ce qui est peut-être son défaut. Je le verrais plus performant à rester dans sa grande force qu'est le grappling, même si son striking l'a déjà amené à la victoire. C'est assez compliqué. Comment je pourrais expliquer ça? J'aime bien le fait qu'il soit assez complet, mais j'aimerais qu'il reste concentré sur le fait qu'il a une grande force et aborder le combat en mode « Ok, qui est mon adversaire ?» C'est Chris Curtis, je dois maximiser les phases au sol. C'est un autre grappleur, je peux rester debout, mais tu vois, par exemple, contre Paul Craig, il a bien connecté debout, mais il n'a pas eu peur d'aller au sol non plus. Donc, pour l'instant, je vois ça comme un défaut sur son approche du MMA, mais je pense que ça peut être très très rapidement transformé en force. C'est juste une question d'approcher plus stratégiquement ces combats qui pourraient l'amener à percer vraiment dans le top 5 et à vraiment y rester. Je pense qu'en termes de compétences, il a tout ce qu'il faut. Ouais, écoute, je suis assez d'accord. Je pense quand même que effectivement, il paraît complet, il semble approcher les combats en étant un combattant complet, mais je pense quand même qu'il sait que sa principale force, c'est le grappling, tu vois. Ouais. Et donc à partir de là, je ne pense pas qu'il ferait l'erreur de tomber amoureux de sa boxe, par contre. Tu vois ce que je veux dire? J'espère pour lui, parce que pour prendre l'exemple justement de ce combat contre Chris Curtis, on voit qu'il y a cette intention quand même de grappler pas mal, mais on voit qu'il était peut-être un tout petit peu trop à l'aise à échanger debout avec Chris Curtis. Oui, ça par contre je suis entièrement d'accord. Voilà. Il y a eu peut-être un petit peu un peu trop de confiance en lui. Et ça j'avais repéré, j'avais noté. Ouais. Je pense que ça va être complètement différent sur ce combat. Je pense que pour cette revanche, il doit arriver en étant très concentré, pas de sourire, des trucs genre etc. Tu vois, comme il a pu le faire au premier là. Ouais, c'était presque frustrant à regarder parce que t'aimes bien quand il y a ce genre de respect entre deux athlètes, mais là c'était trop. Ils arrêtaient pas de faire non, ça a pris mon bras. Non, ça n'a pas touché ma jambe. Enfin, tu vois, c'est un peu trop dans l'échange hors combat dans la cage, je trouve. Ouais. Un peu trop. Et je pense par contre que malgré qu'il soit excellent en grappling, je pense qu'il a encore une marge de progression, tu vois. Et donc, moi, je l'attends. Et c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être pas tant qu'il se veut être complet partout. C'est plutôt que il est excellent en grappling, mais il a encore une marge de progression. Il y a encore des choses qui
qui doit combler, tu vois. Mais tant mieux pour lui, hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je Pour sais même moi, pas il quel a âge il a, mais je crois qu'il est assez jeune, hein. Il a une grosse carrière, enfin une grosse expérience, mais UFC ouais, il a Stats. 28. Ah ouais, il est né en 95, 25. Ouais, ok, ok. 28 ans, oui, il est jeune, hein. Mm. Vachement jeune. Waouh. Donc ouais, je pense que il doit continuer à se perfectionner au sol. Ouais. Je pense que ça doit être plutôt ça, se perfectionner. Il est déjà excellent, mais en tout cas, s'il veut devenir champion, il va falloir passer de l'autre côté de la barrière, tu vois. Mhm. Excellent en grappling, c'est une chose, mais, euh, mais je pense qu'il y a encore un niveau à passer, tu vois. Ouais, et c'est bizarre à dire, parce qu'il a vraiment, enfin, tu vois, quand tu vois sur son palmarès que le gars a soumis Paul Craig et qu'il a soumis André Muniz, tu dis, ok, le mec, c'est excellent, et c'est vraiment un excellentissime grappleur, mais comme tu le dis, il y a encore une progression à faire, et je sais pas si c'est une progression purement sur les compétences, je vois ça plutôt sur comme tu l'as dit, sur son approche, sur le fight Ouais, je IQ. pense, J'ai je pas envie pense sur les d'insulter son fight IQ compétences. vraiment, mais je Non, pense qu'il peut je pense approcher. que Ouais. c'est... Ouais, Fight IQ, oui, c'est-à-dire que stratégiquement, mais c'est surtout qu'on a des exemples d'excellents grappleurs, tu vois, Mhm. que ce soit peut-être dans les catégories les plus légères, mais tu vois, un Makhachev, il y a quasi... il n'y a pas de déchets Ouais, dans sa manière de grappler. Euh, en 57, Pantoja. Pantoja, tu vois, dans sa manière de grappler, c'est extrêmement technique, précis, et il n'y a pas de place trop pour du raté, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Et c'est plutôt dans cet ordre-là où on sent il y a encore quelque chose à faire. ouais, mais on sent aussi qu'il est proche d'être capable de le faire. C'est comme ça que je voudrais Mm, l'amener. mm, Je mm. pense qu'il y a, ouais, il y a pas beaucoup de Tu vois, Ouais, c'est peut-être un sol un petit peu à la Charles Oliveira. Charles Oliveira, il a ouais. plus rien à prouver au sol. Enfin voilà, en termes de soumission, il a les records et tout. Mais on est d'accord que des fois, il y a des choix en grappling qui ne sont pas forcément les bons, qui ont pu l'amener à la défaite. Tout à fait. Et Et pourtant, il avait donné parce espoir. que c'est opportuniste, Voilà, tu c'est vois. ça, c'est ça. Et pourtant, il avait donné espoir dans sa performance contre Tony Ferguson, je trouve. Tu vois, sa victoire contre Tony Ferguson, il avait réussi à déjà lutter offensivement avec une grande qualité et à favoriser le contrôle plutôt que les soumissions à la volée. Et ça donnait Ouais, bon c'est vrai. espoir en disant, OK, ça devient le grappleur complet dans le sens où euh, il a le jeu de soumission, il a les transitions incroyables, il a les scrambles. Et ce qui lui manquait, c'était vraiment être capable de prouver qu'il était fort aussi dans ce que tu aimes bien appeler la rétention. Vraiment garder la position pour prendre les rounds, pour prendre les minutes. Et ça, il l'avait prouvé contre Tony Ferguson, mais ça, de nouveau, ça a un peu disparu par la suite, notamment contre Dustin Poirier. Bon, après, ça l'a amené à la victoire, hein, clairement. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours un peu à double tranchant. Voilà. C'est-à-dire que quand on a un jeu très ouvert et qu'on a un adversaire qui entre dans ce jeu très ouvert par, peu importe, égaux, pas égaux, ou parce que c'est un très bon grappleur aussi, ça ouvre des opportunités. Mhm. Et c'est clair qu'on a des combattants qui ont des jeux beaucoup plus fermés, tu vois. Ouais. Un Nurmagomedov, c'est beaucoup plus fermé, et il a peut-être moins de soumission sur son panel de victoires, mais parce qu'en face, comme le jeu est fermé, il y a beaucoup moins d'opportunités, quoi. Encore une fois, ouais, ça dépend allez, de l'approche de l'adversaire. Est-ce que je suis là pour Mm. survivre quand ça touche le sol ou est-ce que je suis là aussi Ouais, pour ouais, ouais. travailler à partir du sol? Et là, Mm, contre un mm, mm. Curtis, ben, il va faire gaffe, il va faire face à quelqu'un qui est là pour survivre et donc il doit aussi Ah adapter son oui. jeu par rapport à ça. Mm, mm, mm. Ouais, transitons vers Chris Curtis, 31 victoires, 10 défaites en professionnel. Donc, comme je le disais plus tôt, 40, ce sera son 42e combat professionnel. Oh non, j'ai pas noté le no contest contre Nassourdine. Donc, ce sera son 43e combat professionnel. 5-2 à l'UFC plus le no contest contre Imavov. 15 victoires par KO, 3 par soumission, 13 à la décision. Comment est-ce que tu décrirais ce mètre cube? Bah écoute, je pense que en deux termes un peu technique, enfin technique, en deux termes, il est gaucher, il utilise ce qu'on appelle la Philly shell, tu vois, et puis il a un gros défaut il est petit pour la KT, tu vois, Ouais, ouais, en il est taille. petit pour la KT, gaucher, Philly shell, c'est assez étonnant, Mhm. c'est très très étonnant, mais moi j'aime bien, hein, j'aime Mhm. bien sa manière son approche, tu vois, Bah, c'est fun à regarder, hein. Honnêtement, c'est fun à c'est regarder. pas ce qu'il y a de plus intéressant en MMA. C'est pour ça qu'on le voit pas comme un futur champion. Ouais, Mais voilà, ces combats sont fun, hein. ouais. Quasi tous ces combats sont fun en fait.
Et puis voilà, des combattants comme ça qui se sont spécialisés dans un style, Mhm. toujours le même, ça passe ou ça casse, eh bien, il y a des petites choses à prendre, tu vois. Ouais, Il y a des techniques, notamment son travail au corps, tu vois, excellent. qu'il utilise très bien. C'est vraiment des choses super intéressantes qui Mhm. sont pas à reproduire pour en faire son propre style, mais voilà, des séquences, on se dit, ah, ça fonctionne bien, ça j'aime bien, je vais le tester, tu vois. Ouais, de fait, de fait. Après, réciproquer le style de Curtis, d'un point de vue style, c'est faisable, mais il faut pas oublier qu'il a un hip ratio qui est énormissime. Il a 1,92 m d'allonge pour 1,78 m de taille. Oh, c'est dingue ça. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de Ah fou. Donc ouais. effectivement, il est petit, mais il peut te toucher de loin quand même. Et d'ailleurs, Mm. dans son combat contre Brendan Allen, je trouve que Allen se fait de temps en temps surprendre à distance de pied-point, comme ça, boum, il y a un bras arrière qui passe en ligne. Et tu as l'impression que Brendan Allen ne comprend pas pourquoi il se fait toucher parce que Mm. ton cerveau, avec l'expérience que tu as, tu vois quelqu'un de cette taille-là et tu dis, OK, maintenant je suis safe, maintenant je suis pas safe, maintenant je suis safe, Mm, maintenant je mm, suis pas safe. Mais il avait peut-être pas bien calibré la longe de Chris Curtis. Et donc, il y a plusieurs séquences dans le combat où j'ai l'impression qu'il se dit, je suis safe, et puis il se fait toucher. Et tu as vraiment l'impression qu'il se dit, mais comment, pourquoi est-ce qu'il a un ressort, est-ce qu'il a une rallonge à son bras? Et c'est assez impressionnant. Ouais, donc boxeur MMA, clairement. mm. Volume, il travaille bien dans la poche, hein, il aime bien travailler dans la poche, il sait prendre pour remettre. Et voilà, comme tu l'as dit, il a une bonne. Il aime bien travailler sur le corps de l'adversaire. Sur le défaut, le gros défaut de son jeu, c'est plus dans sa tête, je trouve, il est facilement frustrable. On sait très Ouais. facilement le frustrer et ça peut le sortir complètement de son combat et de son après-combat. Il faut pas le suivre sur Twitter. Ouais, il a supprimé Twitter, je pense, mais voilà, Ouais, s'il perd, il va le remettre. juste pour se plaindre de je sais pas quoi, mais ouais, Ouais. on connaît, on connaît. Donc voilà, mais bon, ça se ressent, ça se ressent. Il a un peu le sang chaud dans la cage et voilà, ça peut le sortir de son combat, laisser des ouvertures, le faire surengager, le faire des erreurs de déplacement. Donc voilà, ici sur un 5 rounds, je suis pas fan de Chris Curtis sur 5 rounds parce que j'ai pas trop confiance en lui justement. Et c'est peut-être pour ça aussi que les cotes sont aussi séparées. Je sais pas si sur 3 rounds, ce serait pas plus serré, tiens. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je t'avoue que sur Synchrone, je pense qu'il va tenir, hein. Ah, en termes de cardio, j'ai aucun. Enfin, tu vois, c'est équipe Sean Strickland, il s'entraîne tout le temps avec Sean Strickland. Je pense qu'il est capable de faire aussi des sparring de 45 minutes sans pause. Mais Mm, c'est plus mm, sur mm. l'aspect. Est-ce qu'il a la patience de rester lucide, de rester concentré sur l'ensemble dans le combat en 5 rounds face à quelqu'un qui jouerait un peu justement avec ses émotions. Je pense que si Brendan Allen il vient pour faire une guerre, j'ai aucun mal à voir Chris Curtis sur la durée des 5 rounds. Mais si Brendan Allen est là pour un peu le frustrer, je pense que Chris Curtis va te faire de plus en plus d'erreurs et ça pourrait être capitalisé par Mais Allen. tu vois, sur le premier combat où je te disais que je trouvais que Brendan Allen était un petit peu trop confiant, est-ce que ça faisait pas partie de sa stratégie de dire ah non, ça fait rien, des trucs comme ça pour le sortir un peu, tu vois? Ah, peut-être, peut-être. Mais à ce moment-là de la carrière de Chris Curtis, on l'avait pas C'était pas encore le moment. vu. Mais non, non, mais en fait, c'est le moment où Chris Ouais, non, Curtis a signé à l'UFC. Il a enchaîné 4 victoires d'affilée et je pense que Allen, c'était la troisième. C'est Hmm. plus à partir du combat contre Hermanson où on a vu vraiment ce manque de patience et cette non-gestion du sang-froid. Ouais, mais c'est pour ça que je pense pas que Brendan Allen puisse sortir Chris Curtis du combat, tu vois. Ouais. Ouais, Je le vois. son style est aussi un peu généreux comme ça et donc il serait pas capable de faire une performance à la Jack Hermanson, je pense. Non, ouais, je pense pas. Je pense que moi, franchement, hein, je trouve que les codes sont beaucoup trop disparates. 65-35. Je suis d'accord. D'autant plus que, Euh, on n'en a pas parlé, je pense que c'est le bon moment. Vas-y, je t'en Je prie. crois que c'est aussi à l'Apex. C'est de nouveau à l'Apex. Le premier combat était à l'Apex et cette fois-ci aussi. Donc c'est la petite cage. Par rapport au style, ça avantage Curtis. Hmm. On est d'accord Et là-dessus. puis voilà, je trouve que Brendan Allen, si tu regardes un petit peu, il se fait quand même malmener sur ses débuts de combat dès qu'on est à mi-distance, tu vois. Ouais. Donc il a perdu, ouais, il s'est fait mettre KO TKO par Curtis et par Strickland, qui ont à peu près le même style de jeu, tu vois. Mhm. Et pour autant, sur les combats suivants, euh, c'est pas, il se fait toucher, hein. Mhm. Bruno Silva, je crois il le connecte à un moment, non? Ouais, bah, défense en Enfin, pied-point, 46%, c'est pas extraordinaire hein, comme stat. mm, mm, mm. Et il se Donc fait. c'est pour ça que j'avoue que je suis très très emballé par ce combat-là parce que j'aimerais voir Brandon Allen nous montrer sa progression, tu vois. Mhm. Mais voilà, je ne sais pas du tout, je suis pas dans son camp, je ne sais pas du tout ce qu'il est capable de faire, s'il travaille dessus.
en tout cas sur papier, enfin sur ce que l'on a vu qu'il était capable de faire, sans réel changement stratégique, sans réelle progression, j'ai du mal à le voir passer, tu vois. Ouais. Ouais, moi, je pense que ce combat, c'est paradoxalement, il y a très peu qui va dépendre de la stratégie de Curtis, parce que Curtis me semble Ouais. pas être quelqu'un qui vient avec des stratégies. Par contre, il doit, comment dire, maximiser certains éléments de son jeu pour favoriser ses chances à la victoire. Par contre, du côté de Brendan Allen, je pense qu'il y a beaucoup de choses, pas spécialement stratégiques, techniques, mais plus d'approche du combat, qui peuvent vraiment maximiser ses chances de victoire, ou à l'inverse, complètement diminuer ses chances à la victoire. Donc je pense que ça fait une bonne Mm. transition. On va commencer par le underdog, Chris Curtis. Euh, Moi, j'ai fait très simple. J'ai fait très simple. Il doit pas simplement faire ce qui a fonctionné dans le premier combat, il doit multiplier ce qui a fonctionné dans le premier combat. Il doit un peu plus forcer la pression, il doit un peu plus augmenter le volume, il doit un peu plus combiner. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a voulu combiner, c'est bien passé. Et il doit vraiment continuer à capitaliser sur ce jeu en corps-tête. Mm. Alors, faut rappeler, on n'en a pas parlé, mais Chris Curtis, il va pas au sol, hein. Non. Donc, c'est pas un grappleur, mais par contre, il a une excellente défense. 92% de takedown defense, et le seul à l'avoir amené, c'est Nassourdine, hein, si je dis pas de bêtises. Le premier et le seul, par conséquent. Si je ne dis pas de Euh, bêtises. Oui, c'est possible, c'est Ouais, possible. statistiquement, en tout cas, c'est le seul qui l'a amené au sol. Ouais, Statistiquement, ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, Brendan Allen l'a mis dans 2 situations de grappling, hein. Ouais, mais c'est Il lui pas a des pris le takedowns, dos, quoi. il a attaqué sa jambe, il l'a mis dans 2 situations de grappling. Mais c'est vrai qu'en termes de takedown et tout, c'est extrêmement compliqué de le mettre au sol, de l'y maintenir. Et Nassourdine l'a mis au sol, mais on était sur une stratégie striker contre striker où tu peux un peu plus surprendre, tu vois. Voilà, Donc, un peu comme avec Edwards, qui a mis... Covington, non, pas Covington, Ousmane. Ousmane au Il les a sol. tous les deux mis au sol, de toute façon. Ouais. On est sur une dynamique où on pense que ça va boxer, donc on est un petit peu moins en défense. Ouais. Là, Chris Curtis sait que c'est un grappleur qui va vouloir le mettre au sol. Mhm. Donc, je suis d'accord. Moi, j'ai noté pression. J'ai noté la pression. Bien évidemment, il va falloir qu'il défende les tentatives de mise au sol. Il va y en avoir. Et je pense que, oui, je pense il doit calquer un petit peu son premier combat sur synchrone. Mhm. Il doit rentrer dans. Je pense il doit le faire rentrer dans son monde. Le Ouais. monde, c'est du volume, de la bagarre, faire descendre l'intensité des premières minutes. Parce Mhm. que il faut bien comprendre que dans un combat, les premières minutes d'un combat ou même d'un round, c'est là où ça tape vraiment et où tu peux te faire éteindre. Et puis à un moment donné, plus ça avance, plus tu rentres dans une sorte de flow comme ça entre deux combattants. Et c'est là, je pense, où il est le plus performant et Mhm. où Strickland est le plus performant aussi, tu vois, ou en tout cas leur style Ouais. est le plus performant. Je pense qu'il doit l'emmener là-dedans, quoi. Mhm. Intéressant. Ouais, j'aime bien l'approche. Encore une fois, là, on est sur une approche et c'est maximiser vraiment des choses qu'il est déjà capable de faire. Moi, le Mm. dernier point que j'avais noté, c'est peut-être des low kicks, mais assez hauts. Tu vois, des low kicks à l'aine. Ok. Stratégie pour Brendan Allen, qu'est-ce que toi t'as noté? Ah bah, tu vois, pour moi, c'est là où j'ai fait le plus d'adaptation, le plus où j'écrirai le plus, tu vois. Mm. Donc, pour Brendan Allen, je pense que il doit rester à distance de kick. Il doit rester à distance, il doit euh, pas commencer à combiner en anglaise Non. avec lui. Je pense qu'il doit vraiment rester à cette distance de kick. Je me rappelle plus si les calf kicks fonctionnent bien Euh, avec Chris Curtis. il me semble que oui, hein. Il a quand même beaucoup de poids sur la jambe avant. Donc, Ouais. mais là, c'est garde ouverte, donc c'est ouais, envoyer ton calf kick avec ta jambe avant, quoi. Ouais, par exemple. Ouais. Ouais. Et puis, alors pour moi, hein, je pense que le vrai chemin pour la victoire, c'est de mettre au sol, Ouais. c'est d'étrangler. Il y a une possibilité face à des gars qui défendent absolument le sol de prendre le dos, hein. Dans la défense de mise au sol, il y a toujours de temps en temps des déplacements du corps où tu te mets un petit peu de profil face à ton adversaire, que ce soit sur une single leg. Et je pense qu'il peut avoir des ouvertures pour prendre ce dos, mais par contre, il doit absolument ouais, progresser sur ses contrôles.
Ouais. On l'a évoqué, mais pour moi, ça va être vraiment la clé du combat. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme on a dit, hein, c'est un peu son style kryptonite face auquel il fait face. Donc, s'il vient pas avec des ajustements, il peut gagner, hein, parce que voilà, Oui. dans le premier round, on voyait qu'il avait des chemins vers la victoire, mais il se donne pas toutes les chances du combat. Enfin, il se donne pas toutes les chances de la victoire s'il vient pas avec un style ajusté. Et clairement, je pense que le gros ajustement ici, c'est avoir une envie de mettre au sol pour contrôler d'abord. J'ai noté, hein, s'il fait une single leg pour attaquer la jambe, il doit d'abord essayer d'utiliser ça pour sweep plus que pour soumettre, je trouve. Ça peut être une idée. Exactement. Ça peut être une idée. S'il a du mal à mettre au sol avec les solutions classiques, comme il l'a fait dans le premier combat, tu peux engager en lutte pour aller chercher le dos et contrôler davantage plutôt que chercher à soumettre. Et si tu attaques la single leg pour attaquer la jambe, quand tu vas au sol, essaie d'avoir une stratégie d'utiliser cette situation pour retourner et puis prendre le contrôle et travailler à partir de là. Debout, moi j'avais noté un jeu de feinte qui doit être important contre Chris Curtis pour essayer de le faire reculer, de le faire contrer dans le vent pour un peu le frustrer justement et envoyer des single attaques avec des retours rapides. Et j'ai écrit retour rapide en gras parce qu'il s'est fait connecter 2-3 fois en contre où tu le vois, tu sais, un peu envoyer léger comme ça et pas penser à son retour et puis boum, il y a un retour qui vient assez rapidement. Et peut-être les genoux dans l'axe. Tu vois, un gars qui est plus petit que toi, qui utilise beaucoup la Philly shell, qui bouge beaucoup sa tête, les genoux dans l'axe à la Dan Hooker, ça peut toujours sortir ton adversaire de son jeu. Je dis pas que ça va passer, je dis pas que ça va mettre le KO, mais juste les montrer de temps en temps avec le format de Brendan Allen, je pense que ça peut faire peur à Chris Curtis, ou en tout cas lui donner un indicateur en disant ok, je peux pas être trop proche de lui et abaisser ma tête. Et Chris Curtis c'est quelqu'un qui abaisse pas mal la tête, donc voilà, ça c'est un petit élément qui peut ajouter à sa stratégie. Ouais, je suis d'accord, j'ai noté genoux et coudes Ah ouais, tout en haut. il y a une séquence dans le premier round là où il envoie 2-3 coudes d'affilée et je trouvais que c'était intéressant parce qu'il envoie d'abord 2 coudes bien sur l'angle du crochet où on voit un Chris Curtis qui vient bloquer sur le côté et puis il vient envoyer un coup dans l'axe. Ça aurait pu bien toucher, c'était pas mal comme séquence de combat. Ouais, et puis les genoux, je me demande s'il en a pas envoyé un, genou arrière, mais c'est vrai que sur un Philly shell, sur un gars qui est en garde, qui est gaucher Philly shell, tu vois, tu as les coudes bras avant qui peuvent vraiment bien rentrer, tu vois. Ouais. Et s'il fait un retrait de buste que tu as raté, tu peux encore faucher pour tenter de le faire même trébucher, parce qu'en fait c'est peut-être ça, hein, dans la mise au sol, tu as aussi la possibilité de faire trébucher ton adversaire et de pouvoir le suivre pour pouvoir prendre ce dos ou pour pouvoir le frapper, tu vois. C'est vrai qu'on oublie cette possibilité de mise au sol, faire trébucher. Donc tu as le mec qui envoie son high kick qui se loupe complètement, qui se retrouve sur son dos et tu capitalises là-dessus, mais tu peux aussi être un peu plus, tu vois, dans la recherche de faire trébucher un gars sur une séquence où il n'a pas un top équilibre et tu le pousses tout simplement. C'est peu utilisé en MMA, mais c'est une option. Et je pense que toi, je t'ai déjà vu bosser ça de temps en temps, de rentrer vraiment proche et puis pousser, et ça peut faire tomber. Ben, je t'avoue que là, en sparring, j'utilise énormément de tout ce qui va être foot sweep, tu vois, Ouais. pour faire trébucher. Et en fait, je m'en fiche en fait d'avoir j'ai pas envie de le mettre au sol. Je veux juste qu'il ait un poids, il mette tout son poids sur une jambe avant, ou même s'il tombe à quatre pattes, c'est juste pour le temps où il se relève, en fait, venir frapper. Ouais, c'est déséquilibré et pour enlever de la stabilité et capitaliser sur le moment où il n'est pas en position de pouvoir se déplacer, te contrer, etc., etc. C'est une fenêtre que tu te crées pour attaquer. Et ça, c'est pas mal utilisé, tu vois, en karaté de compétition. Tu viens, vu que les jambes sont très écartées, tu viens tirer sur la jambe avant et puis après kicker, par exemple. C'est après en boxe taille, c'est un peu la même chose. Tu vas pour un faux foot sweep et tu remontes avec un genou. Ouais. Mais c'est vrai qu'en MMA, en gros, dès que tu as mis la main sur ton adversaire, tu veux le mettre au sol. Alors que des fois, tu vas comme si tu le mettais au sol, il tombe à quatre pattes, les deux mains sont au sol, donc elles sont plus en train de protéger ta tête. Et c'est là où tu viens frapper. Je trouve que dans une approche lutte, Gamrot fait ça très bien. Tu vois, il initie la lutte, puis tu as l'impression qu'il lâche, ça crée du mouvement, et puis il va générer un scramble et profiter de ça. Et tu pourrais avoir cette séquence pour profiter en pied-point derrière aussi. Ouais, je pense que ça fait partie un peu des pistes d'évolution du MMA, tu vois. Mais c'est vrai que ça reste quand même compliqué, hein. Il faut l'avouer quand on est dans un combat, Pensez à de ça. se dire, ok, j'ai cassé la distance,
je suis au corps à corps, je vais juste le déséquilibrer pour le frapper, tu vois. Mhm. Ça arrive parce que le gars va s'échapper, et donc il y a des frappes sur les sorties de clinch, mais pas forcément intentionnelles de celui qui est en train de tenter de mettre au sol, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Mais Mm. c'est des trucs qu'on pourrait voir évoluer. Hein. Quelqu'un qui t'envoie un low kick, tu cours juste vers lui à ce moment-là quand il a un pied d'appui. Ça peut créer vraiment un déséquilibre chez l'adversaire. C'est pas du tout technique, c'est pas du tout esthétique, mais comme on le dit Mm. souvent, allez, tu fais ça, tu pousses, tu sais que le gars il va trébucher vers l'arrière jusqu'à la cage, tu balances en genou sauté à ce moment-là et c'est peut-être une Ouais. opportunité qui peut se créer. Bref, je pense qu'on a fait une bonne digression, mais elle était sympa. J'hésitais à donner une petite anecdote de quand j'étais en Thaïlande la dernière fois où tu sais, j'avais pris un cours privé avec un coach thaïlandais et à la fin on fait toujours des petits sparring. Ils aiment bien se tester Mhm. contre des Européens. Et bon, c'est light évidemment parce que automatiquement je suis beaucoup plus lourd qu'un Thaïlandais. Donc j'envoie un petit low kick au ralenti et le gars il check le low kick. Et après, il rattrape mon pied. Genre, il le crochette. Et je suis tombé, mais j'ai rien compris, tu vois. J'étais vraiment là, genre, en général, t'envoies ton low kick, même s'il est checké, tu rapatries ta jambe. Et là, il a pas laissé ma jambe rapatrier. Il a crocheté et il m'a déséquilibré. J'ai pas pu mettre mon pied au sol et je suis tombé, tu vois. Et je me dis, tu m'envoies un kick pendant que je tombe à ce moment-là, je suis mort, je pense. Et ouais, comme tu dis, mettre ça en combat, c'est compliqué. Là, en sparring light, le gars, avec l'expérience qu'il avait, voilà, il s'est Ouais, bien foutu après, de ma tête. ça fait partie des habilités qu'il faut travailler à l'entraînement parce que ça peut se présenter en combat et c'est des principes Ouais. de mettre sur un appui et la personne pense qu'elle va pouvoir poser sa main, sa main ou son pied et tu le dévis comme ça et en fait, C'est ça. il y a tout, ouais, tu tombes. Ouais, parce que Moi, toi, ton cerveau, c'est en mode, ok, je vais pouvoir, enfin, mon poids est comme ça, mes appuis seront comme ça, je serai stable. Mais en fait, si tu déplaces un appui, bah, tu peux ouais. vite faire un faceplant carrément. Enfin, pour l'exemple de la lutte. Ouais. Ouais, bah en lutte, ça s'utilise un peu plus facilement, mais par exemple, tu as quelqu'un qui va être à quatre pattes, tu vas, au moment qui cherche à se relever, au moment où tu le tires vers l'avant, il veut poser ses deux mains, tu as juste à accompagner sa main au moment où il veut passer, et hop, et il se retrouve sur son dos, par exemple. Ouais, Donc c'est beaucoup plus facile à faire en lutte de cette manière-là. ouais. C'est clair que de saisir un kick avec son propre pied, Ouais, là, c'est parce ça demande... qu'on était en light aussi. Hein, ouais. Ouais. Non, mais par exemple, les judokas, pour moi, c'est un peu ça. Ils ont des mains à la place des pieds, tu vois. Ouais. T'es ici, et puis hop, ils posent le pied, et toi, tu penses que tu vas pouvoir avancer ou quoi que ce soit, et en fait, ça bouge pas, et ils te fauchent, tu vois. Ouais. Et c'est un peu le même principe, C'est au ça. final. Totalement. Mm, mm, mm. Totalement. Pronostic et préférence? Ah, Difficile, je hein, t'avoue que celui-là. c'est vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Euh, Mais encore une fois, je pense que ma préférence, je vais commencer par ma préférence. Hmm. J'aimerais clairement voir Brendan Allen faire tous les ajustements qui me permettraient de me dire, ok, il est extrêmement bon au sol, il continue d'évoluer, il a vu ce qui lui manquait pour pouvoir l'emporter, tu vois. Donc forcément, ça sera ma préférence, de le voir évoluer, tu vois, C'est de le ça. voir progresser. C'est vraiment, enfin voilà, ma préférence. Euh, Pronostic, c'est en synchrone hein, aussi. Hein. C'est 5 rounds et c'est Apex. Ah. Moi, je pense que ce sont deux éléments qui avantagent plutôt Curtis. Les deux, Bah, le moi, 5 rounds. je suis plutôt. Moi, je vais donc je vais pronostiquer. Ouais. Je pense que moi, je mettrais une demi-pièce sur Curtis. Hein. Ouais, la cote est intéressante, hein, c'est ça le truc. Je pense que on est typiquement là où on peut différencier pronostic et pari. Tu vois, de temps en temps, tu Ouais. peux pronostiquer un gars et parier sur l'autre, tu vois. Et moi, clairement, mon pronostic, c'est Brendan à la décision. Je pense qu'il va faire les ajustements. Je pense qu'il va prendre ça vraiment au sérieux, ce combat. Je pense qu'il a vu qu'il avait le potentiel de faire quelque chose dans cette division. C'est ma Mhm. préférence aussi, parce que comme tu l'as dit, il a 28 ans, il est très expérimenté pour un gars de 28 ans. Si on voit une progression, ça fait vraiment un nouveau nom à suivre dans cette division. Mm. Et en plus de ça, c'est une division qui semble nous donner l'indicateur que le futur des middleweight, ce sera rempli de grappleurs de haut niveau. Et je veux voir, tu vois, Brendan contre Dricus Duplessis, ce serait fun, clairement. Brendan contre Shimaev, ce serait fun. Brendan contre Fluffy, ce serait méga fun. Brendan contre Borrallo, ce serait fun. Donc le futur de la division avec tous ces grappleurs qui sont en train de monter, voilà, Il tu y te a deux. dis, j'ai envie que Brendan soit dans ce top-là et que tous les grappleurs que je viens de citer montent.
jusqu'à son Et niveau. Et en grappleur, mais attends, il y a Dolidze aussi? Dolidze, Jack Hermanson que j'ai pas cité, il y a Rodolfo Chimaev? Vieira, ouais, Chimaev j'avais cité. C'est un truc de fou, hein. Euh, C'est un truc de Bon, fou. on a quand même pas mal de quelques strikers qui restent, Ouais, hein. mais c'est ça le mot. Les Ah, il est strikers, classé 6e. ouais, Ah, je le voyais pas aussi haut dans le classement. ouais. Ah, par contre, ouais, moi, je le vois pas. Personnellement, je le vois pas aussi haut dans le classement, hein. Non. Je le vois pas passer. Et c'est pour ça, tu vois, ce combat est peut-être intéressant aussi pour la France, parce que tu te dis, bon, il est 6. Là, s'il bat Curtis, il va pas monter en 5. Il monte en 5, mais pas en 4, clairement. Non. Donc ça pourrait être le prochain adversaire de Nassourdine Imavov, hein, qui est 8. Ouais. Non, mais tu vois, Nassourdine qui est 8e, il est juste devant Dolidze, alors qu'il a. Ah, le problème de Nassourdine par rapport au classement, c'est le no contest contre Chris Curtis, hein. Parce que s'il n'y avait pas eu ce no contest, je pense que c'est une victoire qui l'aurait amené à être 7, voire même 6 ici maintenant. Hmm. Ouais, bah pour moi, mais c'est ça qui est un peu étonnant, tu vois, c'est que le ranking c'est fait par des personnes extérieures, tu vois, par un parterre de gens, pas par, Ouais. par Je me demande des chiffres. sur le ranking qu'on est en train de développer, où se trouve. Je sais pas si j'aurai le temps. Ça me permet de faire le suivi, Ouais, hein. Les ça gens serait se posent la intéressant, question, mais notre ranking, parce il est que toujours en phase de développement. Et- si tu es sur un ranking qui est fait avec des algorithmes, effectivement, bah, le no contest peut le faire descendre. Mais si tu es sur un ranking qui est fait par plus subjectif, tu vois, Mhm. tu le mets plus haut, Imavov. Bah oui, bien sûr, parce que ouais, c'est bon. Ici, nous, ce sera sur un algorithme, mais l'algorithme tient quand même compte de pas mal de choses qui pourraient influencer et peut-être mettre Nassourdine devant. Mais par contre, la Mm, dernière fois mm, qu'on mm. a lancé l'algorithme sur les middleweight, ça remonte. Il y a peut-être ça aussi, hein, qui explique le gros écart 65-35. Classé 6e, Curtis 14e, tu vois. Ouais, Mais encore une fois, je pense qu'on est sur un ah ben style, voilà. comme tu l'as dit, kryptonite, quoi. Voilà, ils sont l'un après l'autre, mais dans notre classement, on a Nassourdine qui est juste devant Allen. Et à combien? 7 et 8. 7 et 8. 7 et 8. Ouais, Voilà. ça me paraît plus judicieux. 6, C'est Nassourdine, Allen, Dolidze. Et et le juste au-dessus, 6? c'est Vettori. Ah ouais, donc vous avez mis qui pour... il en manque un, là. Comment ça, il en manque un? Après ça, tu as Whittaker, Cannonier, Pereira, qui est encore dedans, Adesanya, Strickland et Duplessis. Ah Duplessis. oui, d'accord, d'accord. Ouais, mais c'est parce que le 1, c'est Duplessis? Champion Duplessis. Donc c'est 0. Tu as un 0 à Ah côté. oui, on est d'accord, Voilà, c'est c'est ça. 0 là, c'est bon. Ah ouais. Non, parce qu'il en manque un. Ok, et Shimaev, il est? Tap. Bah, Shimaev, il est pas dedans. Ah ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que, tu vois, on Ouais. travaille sur un algorithme. Donc, Shimaev, Ouais, bah oui, bien sûr. il a deux combats en middleweight. Son tout premier combat à l'UFC qui remonte à il y a trop longtemps que pour générer beaucoup de points. Et son Non, deuxième c'est combat, vrai, c'est c'est contre vrai. Ousmane, qui est aussi un welterweight. Donc, forcément, d'un point de vue algorithmique, ça ne te fait pas beaucoup rentrer dans le classement. Non, c'est Je sûr. crois que j'avais demandé justement de faire jusque 25 et il était dedans. Tu vois, il était quelque part entre 15 et 25. Mais ça reste intéressant, tu vois, sur la question, l'algorithme, je pense que c'est super intéressant, mais je pense que tu as aussi une question subjective, te dire, ok, qu'est-ce que ça donnerait contre lui, contre lui, contre lui, contre lui, tu vois. Ouais. Après, peut-être que l'algorithme, il pense que, effectivement, vu qu'il donne tout au premier round, il passe pas le top 5, tu vois, le top 8 ou le top 10. Ouais. Enfin voilà, on est sur le point de finaliser l'algorithme, donc continuez à nous suivre, hein, parce que là on tient quelque chose de. Enfin, je suis assez fier de ce qui a été développé, et au moins il y a plus que justement. Bon, il y aura toujours cette complexité, tu vois. Si tu fais un truc subjectif, ben, tout le monde aura un droit de parole et tout le monde pourra toujours critiquer certains choix. Si tu fais un Ah truc oui. 100% algorithmique, c'est transparent, tu sais quelles sont les règles. On est en train de développer un truc où tu peux anticiper en disant, ok, Allen gagne par KO contre Curtis au premier round. Où est-ce qu'il se situe dans le classement après le combat? Il gagne à la décision. Où est-ce qu'il se situe? Tu vois, on aura un simulateur d'événements qui sera assez sympathique. Mais je pense que ça serait intéressant quand même d'avoir un 80% algorithme qui te garde vraiment, qui te sort de tout. Et après, Un ça arrive souvent, ajustement une humain, sorte quoi. d'ajustement humain sur des choses que l'algorithme ne prend pas en compte, tu vois. Mais notamment sur les changements de catégorie de poids. Parce que ça, c'est la plus grosse Mm. difficulté de notre algorithme, c'est comment traiter les changements de catégorie de poids. Ouais.
Surtout bien si tu sûr. fais le yo-yo, tu vois, tu vas faire un combat en haut et puis tu reviens chez toi. Est-ce que ça a une valeur d'avoir combattu en haut et d'avoir gagné en haut ou d'avoir Mm. perdu en haut? Est-ce que tu dois descendre ou voilà, il y a toute cette question qu'on a traitée. Après, voilà, la prochaine étape, là, c'est on est en train de travailler sur l'interface. On va publier ça, on va prendre les feedbacks Ah, des c'est gens chouette. et voilà, on avance, on avance. Et pour en revenir au sujet, le prono, tu avais dit quoi, toi? Décision Ouais, Brendan Allen? décision, Brendan décision. Ok, ben moi je vais prendre un peu plus de risques, hein. Je pense que Curtis va l'emporter. De nouveau. KO TKO dans le troisième ou deuxième. Mais c'est vrai, hein, il a beaucoup connecté quand même, hein. Il a quand même beaucoup connecté. Tu vois, le KO, il vient pas de nulle part. Allen s'était déjà fait bien toucher plus tôt dans le combat. Ouais. C'est juste que là, il s'est vraiment bien fait connecter. Donc, ouais, clairement, la petite demi-unité, voire la petite unité complète sur Chris Curtis, Ouais. c'est toujours tentant. Peut-être un truc un peu mixé comme ça, Chris Curtis. Et j'ai hâte de voir la cote Chris Curtis finish aussi. Je me demande. Ouais, round 2, round 3, il sera bien épuisé. Ouais, ouais. Mais voilà, très compliqué, je trouve, à pronostiquer. Pas aussi simple que ça paraît. Non, c'est clair, c'est clair. Après, voilà, chaque événement, il y a des underdogs qui gagnent, hein, donc il faut Ouais. pas avoir peur de déclencher sur l'underdog de temps en temps. Ici, c'est complètement justifié, je trouve. Mm. Donc voilà, parfait. Brian, un tout grand merci. J'ai comme toujours oublié de créer de l'engagement. Mettez votre prono en commentaire, votre analyse en commentaire. Abonnez-vous et à très vite. Brian, merci beaucoup. Merci à toi, Chris. Ciao tout le monde.